Alors bonjour à tous et bienvenue au webinaire de ce midi portant sur les défis des changements professionnels et personnels. Avant de commencer, je vous suggère d'avoir un crayon et un papier à la portée de la main. Vous en aurez besoin quand on va faire certains exercices pendant la présentation. Les changements sont fréquents et sont une partie intégrale de notre vie de tous les jours. Par contre, le lancement d'une démarche de changement nous paraît souvent difficile et risqué, surtout quand elle ne repose pas sur un processus structuré. On aimerait tellement ça, avoir une recette, avoir un guide qui nous décrit les étapes et qui nous garantit le succès. Malheureusement, les humains sont complexes et les recettes toutes faites donnent rarement de bons résultats. Donc certains éléments sont tout de même assez similaires et s'appliquent à tous. Le webinaire d'aujourd'hui vise à vous partager certains patterns qui impactent tous ceux qui veulent faire des changements. Comme coach, moi j'ai l'opportunité d'accompagner des gens qui traversent des situations de changement. Ça m'a permis de développer des outils pour les aider à arriver plus rapidement à leur objectif. Mon intention dans la présentation de cet après-midi est donc de vous partager quelques pistes de solutions. Alors tout d'abord, je me présente. Mon nom est Martin Proulx. J'ai fondé Audacium en 2012 avec l'intention de permettre à ceux qui en ont envie de vivre la vie professionnelle et personnelle qu'ils souhaitent profondément. Au courant des 20 dernières années, j'ai moi-même navigué avec succès plusieurs changements professionnels, de comptable professionnel à coach, en passant par des rôles de gestionnaire dans le secteur des technologies de l'information à dirigeant d'entreprise. J'ai d'ailleurs partagé ma petite histoire sur le site web et le lien apparaît au bas de l'écran. En passant, après le webinaire, vous allez recevoir par courriel la liste de toutes les références et de tous les exercices que je vais vous partager durant la présentation. Alors, commençons. L'agenda d'aujourd'hui, porte sur pourquoi certains changements sont si difficiles à mettre en place. Ce qu'on va regarder, c'est 3 choses. Quels sont les éléments qui sont nécessaires pour atteindre notre objectif? Ensuite, pourquoi la volonté n'est pas suffisante pour arriver à notre objectif? Et comment les histoires qu'on se raconte sont des obstacles. Donc, la présentation va durer à peu près 35 à 40 minutes et elle va être suivie d'une période de questions d'environ une vingtaine de minutes. Tout au long de la présentation, vous pouvez soumettre vos questions par écrit via l'interface de GoToWebinar. Je vais ensuite répondre aux questions à la fin de la présentation. Donc, avant d'aller plus loin, je vous partage une petite expérience. En 1996, Roy Bowmaster et quelques collègues de l'université Case Western ont invité 67 adultes à participer à une expérience en fait qui était un petit peu sadique. Dans la salle où allait se tenir l'expérience, les participants étaient accueillis, mais ce qui était frappant, c'est qu'on sentait une odeur de biscuits fraîchement sortis du four. Donc, les chercheurs qui accueillaient les participants avaient des consignes spécifiques. Aléatoirement, à la moitié des participants qui entraient dans la salle, on les invitait à manger quelques biscuits avant de commencer l'expérience qui allait suivre. Question de se donner l'énergie. Par contre, à l'autre moitié des participants, les chercheurs interdisaient strictement de manger les biscuits. En fait, ce qu'ils leur disaient, c'est qu'ils avaient le droit plutôt de manger de jolis radis qui étaient dans un bol. On peut facilement imaginer que ceux qui devaient manger les radis plutôt que les biscuits étaient pas très très heureux de participer à l'expérience. Donc, après cette introduction, quelques minutes plus tard, les participants ont été invités à compléter un casse-tête mathématique complexe. Et dans le cas de cette expérience, le casse-tête mathématique complexe, en fait, ne pouvait pas être solutionné. C'était tellement complexe qu'il n'y avait pas de solution.
Donc, Bowmaster et son équipe ont observé que les participants qui avaient dû manger les radis et par conséquent résister aux biscuits consacraient à peu près 8 minutes au casse-tête avant d'abandonner. Par contre, les participants qui, eux, avaient eu le privilège de manger les succulents biscuits consacraient 19 minutes en moyenne à solutionner le casse-tête avant d'abandonner. Donc, autrement dit, ce que Bowmaster et son équipe ont observé, c'est que ceux qui avaient eu à résister aux biscuits et conséquemment à se forcer à manger les radis ne pouvaient pas trouver la volonté de s'engager pleinement dans une autre tâche difficile. Ils étaient déjà trop fatigués. Donc, on va revenir plus tard à cette expérience et aux conséquences de cette découverte dans le processus d'atteinte de nos objectifs. Donc, de quel type de changement est-ce qu'on va parler cet après-midi? Bien, spécifiquement, en fait, il en existe une multitude de changements professionnels et personnels possibles. Comme coach, ceux que je rencontre les plus fréquemment sont regroupés en 4 catégories. Donc, il s'agit de changements de vie professionnelle. Donc, les gens disent je suis pas bien dans ma carrière actuelle, j'ai un vide professionnel que j'aimerais combler, j'aimerais avoir une vie professionnelle qui soit remplie de sens. L'autre catégorie, ce sont des décisions d'affaires. Donc, j'aimerais lancer mon projet d'entreprise ou j'aimerais commencer... en fait, j'ai commencé à réfléchir de vendre mon entreprise. Il y a aussi la catégorie de l'épuisement professionnel. Donc, comment reprendre le contrôle de ma vie? Comment mieux gérer mon temps pour éviter le burn-out? Ou, alternativement, comment passer plus de temps avec ma famille? Et finalement, la 4e catégorie, c'est l'amélioration des performances professionnelles. Donc, comment est-ce que je peux livrer des meilleurs résultats pour mon entreprise? Comment éliminer mon sentiment de non-performance ou d'imposteur? Ou, alternativement, comment me positionner pour une promotion? Nous avons souvent plusieurs raisons de croire que les changements sont difficiles. Lorsque je demande aux gens pourquoi leurs changements sont difficiles, ils me donnent toutes sortes de réponses, qui sont divisées généralement en 5 catégories. Donc j'entends souvent « je manque de temps »,« je travaille trop et j'ai pas vraiment le temps de faire avancer mon projet », ou « je veux lancer une entreprise, mais je travaille déjà 60 heures par semaine au bureau ». L'autre raison, c'est le manque de compétences. Donc les gens s'imaginent qu'ils vont devoir retourner aux études, et ils n'ont pas le goût de faire ça. Il y a les craintes financières. On imagine qu'on a besoin soit beaucoup d'argent pour partir, ou on a peur de ne pas y arriver financièrement. Il y a aussi les mauvaises influences. Les gens autour de nous qui nous découragent, des amis qui comprennent pas pourquoi on se plaint de notre situation actuelle. Donc, ce sont clairement des raisons qui rendent les changements difficiles. Et la dernière, c'est je dirais, la confusion. Les gens savent pas quelle est la bonne direction pour avancer dans le bon sens, pour avancer correctement. Ou, alternativement, ils sont distraits ou ils sont pas concentrés et ils considèrent trop d'options en parallèle plutôt que de garder le focus sur le changement qu'ils souhaitent apporter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on procrastine. On reste dans notre zone de confort, on n'avance pas et on se décourage. Donc, ce qui est suggéré, c'est de faire un premier pas. Gary Layton, qui est professeur de comportement organisationnel, dit « La première raison pour laquelle la plupart des changements ne réussissent pas est que les gens craignent d'être déçus. Par conséquent, ils gardent leurs objectifs délibérément vagues. C'est la nature humaine de ne pas vouloir être déçu. Alors, on poursuit nos objectifs un peu en touriste. On met pas toute l'énergie nécessaire et après, on est surpris, on est déçu de ne pas connaître le succès. Définir des objectifs, ça se limite pas simplement aux athlètes ou aux dirigeants d'entreprise. Si vous demandez aux gens autour de vous qui ont du succès, la plupart vont vous répondre qu'ils travaillent simplement sur des objectifs qu'ils s'étaient fixés déjà dans le passé.
Donc, dans ma démarche de changement personnel, mon premier pas avait été de changer de secteur d'activité. Je suis passé du secteur pharmaceutique au secteur de la mode. Par contre, après quelques semaines, j'ai réalisé que je n'aimais pas du tout ça. Donc, le prochain changement pour moi était de passer d'une multinationale à une PME, et ce changement-là était plus facile. Par contre, j'ai passé plusieurs années à essayer de trouver mon chemin parce que mon objectif personnel, lui, était pas clair, avait pas été clairement défini dès le début. Donc, comment on fait pour y arriver? Ben, première chose, c'est de se définir un objectif motivant. Un objectif motivant, c'est qu'est-ce que vous souhaitez atteindre spécifiquement? Quelles sont vos raisons de vouloir changer? Qu'est-ce que ça va vous apporter? En fait, ce qu'on cherche, c'est de trouver un sens, trouver des bénéfices et les décrire aux changements qu'on tente de mettre en place. Ensuite, le deuxième élément, c'est la volonté. Avoir l'énergie, la motivation, les compétences et les ressources pour réussir. Même si on sait qu'en cours de route, il y aura des obstacles. Les spécialistes en gestion du changement nous disent qu'il faut 2 conditions pour qu'un changement ait du succès. Le premier, c'est que la situation visée, que l'objectif qu'on souhaite, ait plus d'avantages que d'inconvénients. Et en même temps, que la situation actuelle, que notre zone de confort, elle, ait plus d'inconvénients que d'avantages. Lorsque ces 2 conditions-là ne sont pas remplies, le changement est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus difficile de se mettre en action et de maintenir le progrès. Donc, un de mes clients qui souhaitait lancer sa petite entreprise, lorsqu'il a réalisé que les avantages de son nouveau projet, qui étaient de la liberté de devenir son propre patron, la flexibilité de ses horaires, la capacité à utiliser sa créativité, lorsque ces avantages effectivement, quand ces avantages avaient dépassé les avantages de rester dans sa zone de confort, il a été assez motivé pour finalement se lancer en affaires, après y avoir pensé pendant 5 ans. Donc, si l'objectif n'est pas motivant, comment ensuite on peut se surprendre que ce soit difficile de se mettre en marche pour atteindre l'objectif? Ensuite, il faut réussir à sortir de sa zone de confort. Donc, lorsqu'on compare les avantages de la situation visée, de notre objectif, doivent être plus grands que les avantages de rester dans notre zone de confort. Et en parallèle, les inconvénients d'être dans la zone de confort doivent être plus grands que ceux de mon objectif. Donc, pour réussir à sortir de sa zone de confort, une de mes clientes qui a quitté son emploi et a complètement changé de secteur d'activité lorsqu'elle a senti revenir les symptômes d'un burn-out. Même si son salaire était intéressant, les inconvénients de rester dans son emploi actuel dépassaient largement l'inconfort de changer d'entreprise. Donc, à ce moment-là, pour elle, ça a été suffisant pour se mettre en marche et enfin poursuivre son objectif. Donc, pourquoi définir notre objectif? Charles Snyder, qui est un spécialiste de la psychologie positive, dit « Lorsqu'on a des buts, on pense de manière créative afin de trouver des façons de les atteindre, ce qui résulte à une perspective plus positive du futur. Les gens qui ont une perspective positive du futur sont plus heureux, travaillent de manière plus acharnée à atteindre leur objectif et sont plus flexibles dans les solutions pour arriver à leur objectif. Donc, si je vous demandais, vous, est-ce que vous savez ce que vous souhaitez accomplir? Là, bien sûr, je ne peux pas vous entendre, mais j'imagine que vous me répondez, c'est sûr que j'ai des objectifs. Et ça, j'en doute absolument pas. Par contre, la plupart des gens à qui je pose cette question me répondent presque systématiquement des objectifs très vagues. Les gens disent « Je veux être heureux, je veux un changement de carrière, j'aimerais ça lancer mon entreprise. » Mais une grande partie d'eux
n'ont pas bien pris le temps de définir leur projet. Comment être surpris après que si on ne sait pas exactement où on veut aller, on n'arrive pas facilement à notre objectif? En fait, c'est un peu comme si je vous demandais où voulez-vous aller en vacances et que vous me répondiez je veux aller dans le sud. Est-ce que vous voulez aller au Brésil? Vous voulez aller dans les Caraïbes, aux États-Unis ou à Longueuil? Plus votre objectif va être précis et clairement défini, plus votre cerveau va travailler, souvent inconsciemment, à trouver des éléments qui vont vous permettre d'atteindre votre but. Mais comment faire pour définir notre objectif? En fait, pour augmenter la probabilité d'atteindre l'objectif que vous souhaitez, vous devez définir clairement et avec précision ce que vous souhaitez réaliser. Donc, je donne quelques pistes pour vous aider à formuler un objectif qui soit motivant. Première chose, l'objectif doit être formulé de manière positive. Donc, je souhaite avoir une carrière stimulante, plutôt que d'une forme négative qui serait « je veux éviter de travailler pour une grande entreprise ». Deuxième point, l'objectif doit être spécifique, afin que vous sachiez quand vous allez l'avoir atteint. Les objectifs mesurables produisent de meilleurs résultats. En fait, dans les entreprises, on dit « ce qui ne peut pas être mesuré ne sera pas réalisé ». Donc, je souhaite faire le tour du monde en voilier est peut-être un objectif intéressant, mais il n'est pas très spécifique. Où est-ce que vous souhaitez aller spécifiquement? Avec qui? D'ici quand? Pendant combien de temps? Donc, tous ces éléments-là permettent de clarifier l'objectif et de le préciser. Et finalement, le dernier point, vous devez jouer un rôle important dans le scénario de votre objectif. Si ce n'est pas vous l'acteur principal de votre projet, qui va en assurer le succès? J'aimerais gagner à la loterie. C'est un objectif intéressant, mais vous avez à peu près aucun contrôle sur celui-ci. Vous risquez donc d'attendre longtemps avant d'atteindre votre but. Donc, est-ce que votre objectif est précis et clairement défini? En fait, je vous propose de prendre 2 minutes et de faire un petit exercice. Imaginez-vous que vous êtes le 2 octobre 2019, donc 5 ans jour pour jour d'aujourd'hui. Imaginez que, suite à vos efforts, vous avez enfin atteint votre objectif. Félicitations. À quoi va ressembler votre semaine typique? Où est-ce que vous allez être précisément? Avec qui? Qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement? Quels sont les autres éléments précis qui vous apporteront le bonheur dans 5 ans? Donc, je vous invite à décrire votre objectif le plus précisément possible. Je vous propose quelques éléments à considérer dans votre réponse. La santé, votre situation financière, votre titre d'emploi, votre niveau de créativité, vos relations à ce moment-là. Donc, quand il met l'énergie, l'image devient de plus en plus claire et l'objectif de plus en plus précis. Je vous propose, en bonus, pour vous mettre en action 2 étapes. La première, quelles 2 activités concrètes et qui vous rapprocheraient de votre objectif vous pourriez mettre en place dès demain matin? Ensuite, demain matin, commencez à faire ces objectifs. Inscrivez-les à votre agenda, trouvez-vous des moyens de vous souvenir de ces 2 objectifs et commencez à les faire dès demain. Quelques trucs pour réussir. Lorsqu'on écrit notre objectif, notre cerveau se met presque automatiquement à scruter l'environnement et les individus autour de nous pour trouver des opportunités et des occasions d'avancer dans nos activités. Les objectifs écrits ont plus de chances de succès que ceux qui ne sont pas écrits. Et ça a été démontré. Ensuite, affichez votre objectif à un endroit visible qui vous rappelle votre engagement à l'atteinte de celui-ci.
et aussi qui permet aux gens qui sont autour de vous questionner sur l'avancement et peut-être même de vous aider. Ensuite, trouvez-vous des gens qui vont vous donner du feedback candide, sincère et du feedback utile pour vous aider à avancer. Trouvez quelqu'un qui vous tienne aussi imputable de faire les activités sur lesquelles vous vous êtes engagé. Et finalement, trouvez-vous du soutien, des personnes de confiance qui vont vous encourager durant votre démarche. Dans toute poursuite d'objectifs, il y a des hauts et des bas, et d'avoir de l'encouragement pendant le processus s'avère très, très utile. Donc, on a vu qu'un objectif clair est requis. Mais quoi d'autre est-ce qu'on a besoin pour arriver à notre objectif? On l'a dit plus tôt, il faut sortir de notre zone de confort et combattre nos vieux réflexes. Donc, je vous propose de revenir en arrière, loin en arrière, de reculer de 10 000 ans pour retourner à l'époque de nos ancêtres Homo sapiens. À ce moment-là, les défis quotidiens étaient assez simples. 1. Trouver quelque chose à manger. 2. Se reproduire. Et 3. Ne pas devenir nous-mêmes le repas d'un autre animal. Donc, notre cerveau s'est développé pour se concentrer sur les préoccupations à court terme, les plus urgentes. Mais la vie en communauté, la vie en tribu, nous a amené à développer des nouvelles capacités afin de partager et de coopérer avec les autres membres de la tribu. Même si ça nous satisferait à court terme, voler le burger de Buffalo ou la conjointe d'un autre mâle du groupe aurait eu des sérieuses conséquences sur notre survie. Donc, notre cerveau a alors développé le néocortex, qui nous permet de penser à long terme et de faire une meilleure planification pour le futur. Ce qui nous donne un peu d'autocontrôle et de volonté. Alors, si je reviens à l'expérience des biscuits et des radis, les défis qu'on poursuit, lorsqu'on poursuit un objectif à long terme, notre cerveau est souvent déchiré entre les récompenses à court terme plutôt que les récompenses à long terme. Comme l'utilisation d'un muscle, la quantité de volonté qui est disponible au courant d'une journée est limitée. Si vous utilisez votre volonté pour faire des choses qui vous demandent des efforts ou qui vous demandent du contrôle sur soi, il vous reste moins d'énergie pour poursuivre vos objectifs souhaités. Donc, lorsque vous cherchez un nouvel emploi, plutôt que de passer du temps sur Facebook, vous utilisez votre volonté. Lorsque le midi, vous commandez une salade plutôt qu'une poutine, vous utilisez votre volonté. Et lorsque vous êtes de retour au bureau et que vous gardez la bouche fermée, plutôt que de répondre à un commentaire stupide d'un de vos collègues, vous utilisez encore votre volonté. Donc, si vous avez utilisé toute votre volonté pendant la journée, il ne vous en restera plus beaucoup pour mettre de l'énergie sur votre objectif. Donc, pourquoi la persévérance est-elle importante? La persévérance est importante parce qu'elle nous aide à poursuivre notre but, même lorsqu'on n'en a pas toujours envie. Toutes catégories confondues, ce qui distingue les sportifs, les artistes, les musiciens exceptionnels des autres, au-delà de leur talent naturel, c'est un engagement indéfectible à pratiquer leur discipline. Dans son livre Outliers, Malcolm Gladwell explique que la pratique continue, que lui définit comme plus de 10 000 heures de pratique, distingue ceux qui connaissent un grand succès des autres. Donc, il cite par exemple qu'avant de connaître le succès, les Beatles ont pratiqué plus de 10 000 heures entre 1960 et 1964 pendant qu'ils vivaient en Allemagne. Il cite aussi un exemple, Bill Gates, qui a commencé à programmer alors qu'il avait que 13 ans. Donc, Bill Gates avait déjà investi 10 000 heures de programmation avant de fonder Microsoft. Donc, pour s'investir autant, il faut de la persévérance.
Non, vous allez me dire que vous n'êtes pas des athlètes ou des musiciens professionnels, mais la persévérance est un attribut clé de ceux qui connaissent le succès. Donc, c'est le temps d'utiliser votre crayon. Je vous propose un petit test qui a été développé à l'Université de la Pennsylvanie. Ce que je vous invite à faire, c'est lire les 8 questions qui sont indiquées à l'écran. Et pour chacune d'elles, faire un des choix qui est indiqué. Donc, si la réponse 1 signifie pas du tout, et la réponse 5 signifie tout à fait. Donc, pour chacune des 8 questions, inscrivez un score de 1 à 5 selon si c'est tout à fait ou pas tout à fait vous. Je vais vous laisser quelques secondes pour compléter le test. Bon, alors maintenant, pour calculer votre réponse, additionnez les chiffres de vos réponses aux questions paires. Donc, additionnez vos réponses aux questions 2, 4, 6 et 8. Et à ce chiffre, ajoutez 24. Donc, inscrivez votre sous-total temporairement. Maintenant, additionnez vos réponses aux questions 1, 3, 5 et 7. Donc, faites la somme de vos réponses. Et finalement, prenez le total de vos réponses paires auxquelles vous avez ajouté 24 et soustrayez vos réponses impaires. Donc, ça devrait vous donner un chiffre, ça devrait vous donner une réponse qui évalue votre persévérance. Et là, je vous partage la grille qui a été développée encore une fois par l'Université de la Pennsylvanie. Plus votre score est élevé, plus votre niveau de persévérance dans l'atteinte de vos objectifs à long terme est élevé. Donc, plus que le quotient intellectuel, que les aptitudes physiques ou le potentiel de leadership, des études ont démontré que la persévérance est un meilleur indicateur du succès futur. Alors vous allez me dire, quel moyen est-ce qu'on peut se donner pour y arriver, pour augmenter notre persévérance si on n'est pas classé comme des ninjas ceinture noire de la persévérance? Mais quelques trucs. On le voit, compter seulement sur sa persévérance pour arriver à notre but, c'est difficile. Les experts recommandent de trouver des gens de confiance pour nous soutenir dans la poursuite de notre objectif. Lorsque les gens autour de vous connaissent votre objectif et qu'ils vous voient agir en contradiction avec votre but, ils pourront donc vous encourager à aller dans la bonne direction. J'ai d'ailleurs, à titre d'exemple, j'ai déjà travaillé avec une professionnelle qui était aussi mère de famille et qui se culpabilisait de ne pas passer assez de temps avec sa fille et aussi de ne pas être en bonne forme physique. Donc, la dame travaillait trop fort et elle n'arrivait pas à sortir du cycle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un exercice de coaching qui consistait à faire quelques minutes de yoga par jour. J'ai ensuite invité à partager son devoir avec sa petite fille. La petite était tellement contente de voir sa mère avoir des devoirs que tous les matins, quand sa mère allait la reconduire à l'école, elle lui rappelait qu'elle devrait elle aussi faire ses devoirs. En plus, la petite trouvait le yoga tellement curieux qu'elle a commencé à rejoindre sa mère dans le salon le soir pour faire des séances quotidiennes de yoga. Donc, c'est un exemple où, dans ce cas-là, en demandant un soutien simple, la mère a pu atteindre ses 2 objectifs. L'autre élément, c'est de modifier votre environnement afin de rendre les tentations plus difficiles et surtout moins attrayantes. Si vous êtes incapable de vous lever le matin pour aller vous entraîner, je vous suggère de déplacer votre réveil matin dans un coin de votre chambre. De cette manière-là, vous allez devoir vous lever pour l'éteindre. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de se lever que de rester au lit et d'appuyer sur le bouton snooze et de rester couché pendant encore quelques temps.
Donc, l'autre élément, dont on a parlé plus tôt, c'est les histoires qu'on se raconte. Bon, je vous ai déjà partagé les principales raisons qui empêchent les gens de faire leur changement. Les craintes sont communes, les obstacles sont souvent perçus comme importants. Et pour cette raison-là, plusieurs personnes abandonnent leur projet en cours de route. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en réalité, on est notre pire ennemi lorsqu'on poursuit des objectifs de changement. Parce que derrière nos histoires se cachent des croyances et des peurs. On manque de courage ou de confiance en soi. On se dit qu'on n'a pas toutes les compétences pour réussir. On se rappelle que les gens autour de nous ont dit qu'on ne serait jamais des bons entrepreneurs, donc on ne va pas de l'avant. Ou on se dit qu'on n'a pas les diplômes nécessaires pour avancer, donc on n'avance pas. Et la peur de l'échec aussi, on se dit que si ça ne réussit pas, ça va être terrible. La réalité, c'est qu'il faut dédramatiser un peu. Les échecs sont rarement aussi terribles qu'on pourrait l'imaginer. Et l'autre point, c'est la peur du jugement des autres. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je fais le changement? Donc les peurs sont complètement naturelles. La plupart de mes clients réussissent à les réduire avec des exercices de coaching et un peu de volonté. Il faut bien se rendre compte que les peurs vont pas disparaître complètement, mais les gens développent les moyens de les surmonter de manière à ce que ce ne soit plus des obstacles qui les empêchent d'avancer. Donc, quelques trucs pour réussir au niveau des peurs. Il y a les lectures. Il y a lire des livres ou des articles pour nous amener à voir les choses différemment. Encore une fois, se trouver des personnes de confiance pour nous rappeler nos anciens comportements et nous défaire de nos peurs. Trouver des personnes de confiance pour nous encourager. Et il y a aussi l'opportunité de travailler avec un coach. L'objectif, c'est pas d'avoir la sympathie des gens, mais de se donner les moyens d'arriver à nos fins. Donc, en résumé, les principaux éléments pour atteindre son objectif, c'est de se demander, est-ce que mon but est clair et précis? Quelles sont les étapes nécessaires pour l'atteindre? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? Et qu'est-ce que je vais faire pour retirer ces obstacles? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour maintenir mon niveau d'engagement et ma motivation afin de persévérer et d'atteindre mon objectif? Ensuite, quoi d'autre est-ce que j'ai besoin pour y arriver? Et dernier point, qui va me soutenir dans ma démarche? Qui va m'encourager lors de moments difficiles? Qui va me dire les vraies choses et me maintenir en action? Le psychologue Albert Bandura de l'Université Stanford, lui, mentionne 4 éléments pour développer sa capacité à poursuivre ses objectifs. Le premier, c'est d'avoir des modèles qui nous inspirent. Des gens de qui on peut emprunter des comportements ou des trucs pour arriver à notre but. Ensuite, lui aussi suggère d'avoir des gens qui croient en nous et en nos capacités pour avoir des encouragements tout au long de notre démarche. Se donner des moyens de gérer son niveau de stress, extrêmement important. Et s'assurer d'avoir des petits succès ou des petites victoires tout le long du processus pour ne pas se décourager. Donc, à ce moment-ci, je prendrai vos questions. Je vais lire les questions qui ont été soumises. Puis ensuite, je vais y répondre. Donc, je vais prendre une minute pour parcourir les différentes questions. Donc, j'espère que le 60 minutes qu'on a passé ensemble vous a été utile et qui vous a permis d'apprécier comment c'est possible d'arriver à votre objectif. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et à la prochaine.